Salut à tous, KMVP is back, parce que bon bah là il s'est passé tellement de choses qu'il fallait que je fasse une petite review. Alors je ne me prends pas pour Hugo Décrypte, mais il y a quatre thèmes pour cette petite vidéo qui risque d'être longue, mais ça me fait vraiment chier parce que je n'ai pas un gros accès à Internet et donc je mets 3 heures à uploader. 3 heures, je suis gentil. Pour une vidéo de 30 minutes, je mets 5 à 6 heures pour uploader la vidéo et ça me saoule car je suis quelqu'un d'assez pressé dans la vie, même si je n'en ai pas l'occasion tous les jours. Bref, donc bienvenue sur KMVP, pas de cut, pas de montage, tout en brut comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. De toute façon, il fait beau sur une majeure partie de la France, c'est déjà ça, le temps est avec nous pour le moment. Sauf pour ceux qui ont vécu quelques inondations. C'est comme ça, c'est la planète qui décide de toute façon. Donc, si vous voulez, quatre thèmes. Alors évidemment, les manifestations avec la convergence du pass des anti-pass enfin, du anti-pass, c'est pas anti, ouais, si anti-pass, c'est pas anti-vax, anti-pass sanitaire plus gilet jaune aujourd'hui. On est le 11 septembre, donc les 20 ans du World Trade Center, mais bon, sur la limite, je pense pas développer. Ce qui est très intéressant, enfin pour moi, je pense, c'est la mise en examen d'Agnès Buzyn. Et enfin, l'interview un peu surprise, je n'y attendais pas, de Damien Tarel qui avait giflé Emmanuel Macron. J'essayais de lui trouver un diminutif, mais bon, peu importe. De toute façon, tous les diminutifs, on va dire négatifs, lui vont bien. Donc, bienvenue sur KMVP. Comme j'ai déjà dit, vaut mieux dire plusieurs fois bienvenue. Non, ça n'est pas un 6. Vaut mieux dire plusieurs fois bienvenue que 0 fois. Donc, bah voilà. Alors, bah, j'ai moins de cheveux, mais ça, de toute façon, on s'en bat les couilles. Donc voilà. Donc alors, ben, je vais essayer de faire une vidéo, j'allais dire concise. Ça, j'en sais rien parce que tout est brut. Je vous l'ai déjà dit. Précise. Normalement oui, et pas trop longue, parce qu'en fait c'est même pas l'histoire des viewers. Bon, après, view qui veut viewer, hein. Mais bon, c'est trop long à uploader, ça me saoule. Euh, bon, bref. En plus, bon, enfin bref, je voulais dire un autre truc, mais ça va pas être intéressant. Donc, alors, démarrons. On va démarrer du plus petit au plus gros, enfin, plus petit au plus gros. On va mettre le plus petit, en fait, qui malheureusement, qui semble le moins intéressant pour l'humanité, et on finira au plus gros, qui est le plus intéressant pour l'humanité. Parce que bon, là autrement, nous ne voyons qu'à travers notre petit prisme de français. Et bon, la France, faut quand même rappeler que c'est un tout petit pays posé sur la plaque européenne, quelque part sur la planète Terre. La planète Terre, ouais. On pourrait d'ailleurs l'appeler la planète mer, puisque de toute façon, la planète possède beaucoup plus d'océans que de terre. Enfin bon, bref, c'est une autre histoire. Et puis de toute façon, il est probable qu'un jour, tout soit submergé, un jour ou l'autre. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser à un truc. On se moque toujours de la Bible, on se moque toujours de la religion, tatati tatata, mais il est bien indiqué qu'il y aura de nouveau un déluge un jour ou l'autre. Et finalement, sur le plan scientifique, c'est fort probable. C'est fort probable que les terres finissent un beau jour submergées quand je ne sais pas, mais ça arrivera. Donc, on pourrait qualifier ça d'une forme de déluge. Donc, eh bien, on va démarrer. Alors, petit café comme d'habitude, petite cigarette comme d'habitude. Si vous êtes intéressé par les histoires de cigarettes, on va dire améliorées, j'ai fait un cas MVP. Mon dernier cas MVP parle du problème des douces, voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, je donne mon avis là-dessus. Donc voilà. Reprenons nos sujets. Alors on va démarrer avec Agnès Buzyn, 4 minutes 29. Putain, si je pouvais pas dépasser 30 minutes, ça serait bien. 4 minutes 29, 35 maintenant. Eh bien, nous allons démarrer avec le cas Agnès Buzyn. Alors, de toute façon, je pense que je ne vais pas y passer 3 heures parce que de toute façon, c'est assez rapide, précis, concis. Enfin, je ne sais pas si ça va être concis lorsque je vais le dire, mais le cas, on va dire, la problématique Buzyn, comme on pourrait l'appeler, il n'y a pas grand-chose à en dire. Bon, voilà, donc
Vous savez que, alors c'est assez intéressant puisqu'elle est à la fois mise en examen et à la fois mise en témoin assisté. Alors déjà, faut comprendre. J'ai compris qu'après avoir écouté les chaînes d'infos, superbes chaînes d'infos qui représentent la France, évidemment je plaisante, eh bien, pourquoi il y a les deux statuts? Parce qu'elle est mise en examen pour un truc, et pour l'instant, pour un deuxième chef d'accusation, elle est en témoin assisté. C'est pour ça qu'on a les deux en même temps. Au début, j'étais là, je me dis, comment elle peut être dans deux cases en même temps? Elle a le don d'ubiquité, je ne sais pas. Bon, enfin bref. Donc, premier chef d'accusation, c'est la mise en danger sanitaire des Français. Voilà. Donc voilà. Et puis après, le deuxième chef, je ne m'en souviens plus, mais ça sera probablement dit plus tard à la télévision. Donc, si vous voulez, le cas Buzyn, nous avons quoi? Qu'est-ce que nous avons? Au départ, nous avons une ministre de la Santé qui est là donc pour protéger la santé des Français, enfin, en théorie, hein, ils sont normalement élus pour ceci, enfin élus, ils sont pas élus, mais nommés, pardon, pour ceci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand la pandémie arrive, alors en fait, si vous voulez, il y a deux cas de figure, voilà, pour elle. Voilà, bon, dans tous les cas, elle a menti. Elle a menti, pourquoi? Parce qu'au départ, elle a dit, oui, je savais pertinemment que c'était une très très forte pandémie et, euh, et, euh, et donc que ça allait être très grave et que, enfin bref, que ça allait être difficile et tout. Et alors dans ces cas-là, pourquoi a-t-elle démissionné? Voilà. Bah, son rôle, c'est de protéger les Français, sur un plan sanitaire. Une pandémie arrive. Une pandémie arrive, elle fait, ah bon non, mais moi tiens, je vais aux élections parisiennes. Bon, c'est normal ça? Voilà, déjà, il y a un problème. Ensuite, si par exemple, elle pensait que ça n'était pas grave, que ça n'était pas un cas grave, alors pourquoi, dans ces cas-là, aurait-elle dit au gouvernement l'inverse? C'est-à-dire, elle aurait dit, ah, mais je les ai, elle a dit, mais je les ai avertis que ça n'était pas, que c'était très grave, et, personne ne m'a écouté. Donc, c'est assez intéressant dans le fait qu'elle a menti sur soit l'un, soit l'autre des plans. Soit elle savait que c'était grave. Et alors, dans ces cas-là, elle-même a dit, même d'ailleurs, j'avais oublié qu'elle avait dit au départ à la télévision, au tout départ, que ce n'était pas grave, et en plus, elle démissionne, elle s'en va. Donc, en fait, en gros, son rôle de ministre, il est complètement mise à l'écart, c'est comme si elle n'était pas ministre. Donc, on a envie de dire, pourquoi est-elle élue à ce poste, payée avec l'argent des contribuables? Première chose. Deuxième chose, si elle savait vraiment que c'était grave, ou alors, si elle croyait, pardon, je commence à m'en mêler déjà, si elle croyait que ça n'était pas grave, dans ces cas-là, pourquoi a-t-elle dit qu'elle savait que c'était grave? Donc, il y a un mensonge quelque part. Voilà. Donc, dans les deux cas, il y a un mensonge quelque part. Et cette femme ment, et c'est bien pour ça qu'elle est mise en examen, et c'est ce que je trouve tout à fait normal. Alors, bizarrement, je n'ai pas totalement l'explication des deux mensonges, là, que j'aimerais bien retrouver. Euh, Récapitulons, pour moi aussi. Dans un premier cas, elle dit, ah non, mais ce n'est pas grave, ça n'est rien. Et ensuite, elle va dire, oui, mais je savais que c'était grave. Donc, dans ces cas-là, elle a menti. Voilà. Ou alors, elle dit, ah mais oui, c'est très très grave, c'est très très grave, et elle se barre de son poste. En disant, voilà, c'est ça, en disant que ce n'est pas grave. Donc, bien sûr, dans les deux cas, il y a un mensonge. Il y a un mensonge quelque part, il y a une roue qui ne prend pas dans l'engrenage, il y a quelque chose de grippé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et donc c'est bien pour cela que cette personne est mise en examen, et donc je trouve cela tout à fait normal, qu'elle soit mise en examen et qu'elle réponde de ces actes qui ont été contre-productifs sur un plan sanitaire à, on va dire, ceux qui font les juges et qui représentent la population française. Donc voilà, donc moi je suis personnellement content qu'elle soit mise en examen. Ça montre qu'on ne peut pas occuper une fonction ministérielle qui est quand même très haut placée et sans avoir de compte à rendre. Puisque, évidemment, si vous pouvez faire tout et n'importe quoi, c'est ce que fait Emmanuel Macron, il n'y a qu'une personne qui peut faire tout et n'importe quoi sans être inquiété, c'est Emmanuel Macron. Enfin, pour le moment. On verra les comptes de campagne dans un ou deux ans. S'il repasse pas, de toute façon, prions pour qu'il ne repasse pas, parce que c'est vraiment une déchéance. Je vous le dis, c'est une déchéance pour la société française et pour la patrie, la nation et ses occupants. Donc le cas Buzyn, c'est quand même assez intéressant et ça montre aussi comment ils ont fonctionné en haut sur un plan communicatif,
puisque en fait, tout ce qui les intéresse, eux, c'est essayer de nous fermer les yeux, en quelque sorte, de nous maintenir dans un enclos de moutons. Et le but, c'est que on comprenne le moins possible les enjeux, ce qui se passe réellement au centre des enjeux politiques de la nation et des enjeux, tous les enjeux, qu'ils soient sanitaires, politiques, sociétaux, ainsi de suite. En fait, si vous voulez, on est vraiment, je dirais, même on n'est même plus dans la manipulation, on est même dans le contrôle. Voilà, donc on est dans le contrôle. Et enfin, on est dans le contrôle. Enfin, c'est eux qui sont dans le contrôle, qui essaient de contrôler, de faire le contrôle des populations françaises. D'ailleurs, on voit bien qu'avec Internet, tous les éléments des gens sont distribués aux grandes firmes. Enfin, c'est-à-dire que la vie privée n'existe quasiment plus. Et il faut faire attention à ce qu'on poste hein, aujourd'hui, puisque de toute façon, il y aura tout le temps quelqu'un soit pour dénoncer ceci ou cela aux autorités, euh, les réseaux sociaux, avec le contrôle, avec la dénonciation, et puis toutes les informations personnelles qui sont vendues à des grands groupes et des grandes firmes pour faire du pognon ou alors pour avoir un contrôle de plus en plus important sur la population et savoir qui demande quoi, qui veut quoi, pour avoir des publicités ciblées, ainsi de suite. Tatati tatata. Donc voilà, donc ça c'était le cas Buzyn et je suis bien content que sur un plan narcissique, ils ne puissent pas se sentir au-dessus des lois, car les lois, comme ils disent de la République, sont des lois qui doivent être actives pour tous, que l'on soit le dernier des cons ou alors le premier des cons. Généralement, ceux-ci sont aux, aux hautes fonctions. Donc voilà, donc ça c'était le cas de Buzyn. De toute façon, donc pour conclure sur ce cas-là, dans les deux cas, elle a menti. Voilà, elle a menti. Et bon, il n'y a pas qu'elle qui a menti. Il y a Ndaye, Édouard Philippe, son Véran, je crois qu'il va y passer aussi. Bref, bon, de toute façon, tous les gouvernements d'Emmanuel Macron est un gouvernement de politiciens qui cachent la vérité, qui essaient de manipuler l'opinion grâce à leurs amis à la télévision et qui de même essaient de contrôler le peuple et la population, ce qui est inacceptable, surtout dans un pays qui se dit démocratique. Donc voilà. Alors après, cas numéro 2, notre ami, soit on sent qu'on est proche ou plus éloigné, c'est vous qui voyez. Alors Damien Tarel, alors lui par exemple, j'étais très étonné de son interview ce matin. Je pensais pas que déjà plus personne réfléchissait à lui hein, déjà. Et puis bon, bah le mec il sort de prison, hein, machin, il est interviewé. Et franchement, je trouve que son interview a été pertinente. Alors effectivement, il va même, je dirais, un peu plus loin que moi, mais parce que lui, il aimerait qu'il y ait un autre fonctionnement démocratique institutionnel. Moi, je pense qu'on me donne pour l'instant. Effectivement, même si je pense qu'il n'a pas tort, pour l'instant, nous fonctionnons de cette manière démocratique et il faut faire avec ce qu'on a, comme on dit. Hein. Donc, si vous n'avez que deux seaux pour pour remplir de l'eau, ça n'est pas la peine de demander, de dire qu'on n'a pas de tuyau d'arrosage ou alors quelque chose qui balance de la flotte ou plus. Bon, c'est une forme de petite symbolique, c'est peut-être pas la meilleure, mais voilà, si vous avez deux seaux, bah, vous démerdez avec vos deux seaux, c'est ce que je voulais dire. Donc, Damien Tarel, c'est assez intéressant parce que ce qui m'intéresse le plus, finalement, c'est vu comment il s'offusque à la télévision, comme ils se sont offusqués de son discours, et ils ont essayé de le prendre au piège en disant, par exemple, oui, mais ce que vous avez fait, c'est de la violence, nanani, nanana. Alors, est-ce que vous regrettez votre geste? Et ils essayaient d'imprimer, d'impliquer la réponse dans leurs questions. Ils s'attendaient à un oui, je regrette, j'ai été violent, j'ai frappé le président de la République. Oh là, mon Dieu, c'est horrible. Bon, bref. Et le mec, il ne s'est pas démonté, il s'est pas démonté, et il a dit, bah non, je ne regrette pas mon geste. Et puis ensuite, il est parti sur une, une analyse politique de la situation, ce qui a pris les BFMistes de court, et finalement, ils se sont retrouvés avec une tribune anti-Macron en direct sur leur chaîne, ce qui a commencé un peu à les faire flipper. Hein. On voyait dans leur regard qu'ils commençaient à se dire c'est pas bon cette interview, ça va pas, nous n'aurions pas dû la faire cette interview. Et, euh, et là, bah moi, ça m'amuse bien parce que
comme on dit, tel est prix qu'il croyait prendre. Ou alors c'est le retour de bâton, ou alors, bon, bref, qui utilise l'épée périra par l'épée, vous voyez, qui est ma phrase préférée de la Bible. Si vous voulez, c'était très intéressant là, ce Damien Tarel. Bon, là, j'ai pas dit grand-chose dessus. Le truc, c'est que je suis pas satisfait de ma première explication sur Buzyn. C'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à redémarrer. Mais bon, bref, je n'ai pas fait une démonstration parfaite sur Buzyn, mais dans les deux cas, euh, sa mise en examen est méritée. Et d'ailleurs, les autres seront probablement entendus aussi et donc vont risquer une mise en examen. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le pouvoir n'est pas concentré totalement. On peut au moins, après pour l'histoire, s'ils sont condamnés, est-ce qu'ils vont faire leur condamnation? C'est une autre histoire, nous verrons ça plus tard. Mais ça montre que la concentration du pouvoir que eux croyaient à 100% n'est pas réellement à 100% et donc qu'il y a, on va dire, une petite lumière dans ce monde d'obscurantisme politique que nous vivons actuellement. Voilà. Donc bon, Damien Tarel maintenant a été, il vient, ça m'a fait rigoler, il vient de se faire adouber par les gilets jaunes, mais adouber au sens propre, avec un mec qui lui a mis une vieille épée rouillée. C'était assez drôle. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu exagéré et un peu, on va dire, c'est du théâtre, quoi. C'est de la démonstration visuelle. Mais bon, pour la symbolique, je trouve ça amusant personnellement. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fait ces deux premiers sujets. Je ne suis pas allé là où je voulais aller en précision et en profondeur, mais je pense que vous avez compris le fond de ma pensée, car moi, je pense toujours que les gens qui sont derrière leur écran, enfin qui regardent YouTube, sont des gens intelligents. Il y a énormément de gens qui se plaisent aujourd'hui à dire, ouais, moi, je suis plus intelligent que vous, voyez les analyses que je fais, voyez ce que je dis, voyez ça, ci, ta, ta, ta. Et puis, vous êtes des blaireaux, vous comprenez rien. C'est quoi aussi cette espèce de fonctionnement où l'on croit que l'autre est moins intelligent que soi? Mais pas du tout. Et si vous voulez, nous avons deux types d'intelligence, même si ça n'est pas très scientifique. Il y a l'intelligence du cerveau, et après il y a l'intelligence du cœur. Donc vous voyez, et ce qu'on pourrait dire que c'est une forme d'intelligence reliée à l'émotion, et parfois il y a des gens qui sont pas très intelligents du cerveau, mais qui sont intelligents du cœur. Voilà, donc comment dire, ça rehausse le niveau, on va dire. Mais effectivement, comme je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, il est clair qu'il y a des niveaux d'intelligence différents. Mais après, c'est-à-dire, mais différents sur un plan expérimental. C'est-à-dire, il existe des gens qui ont très peu de QI, parce que le QI, ça existe. Alors bon, le QI, c'est une mesure faite par l'homme. Enfin, comment dire? Ça n'est pas parce que vous avez un QI ceci ou QI cela que vous êtes le plus bête ou le plus intelligent. C'est juste une mesure pour donner une idée de ce dont vous êtes capable intellectuellement, c'est tout. Après, l'intelligence, tout le monde en a. À partir du moment où vous avez un raisonnement et vous avez déjà la première chose, accès à la parole, c'est une forme d'intelligence. Donc, on ne peut pas dire, à partir du moment où vous parlez, vous êtes intelligent. On dit l'homme, l'animal parlant. Bon, enfin bref, petite digression. Vous savez, KMVP, le spécialiste de la digression. Alors, petit blanc pour boire du noir, pas pour broyer du noir, pour en boire. On est à 18 minutes 34, il est fort possible, ou alors peut-être qu'il faudrait que je fasse deux vidéos. C'est pas bête, c'est pas bête. Peut-être deux vidéos, ça serait bien, parce que autrement ça va encore être un peu long. Je ne sais pas, je n'arrive pas à me décider là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah merde, c'est vrai, on n'est pas en direct. Bon, alors voilà, moi ce que je trouve intéressant, je suis en train de regarder une pub là, c'est du grand n'importe quoi. On a du Mars Attack mélangé à du Daft Punk. C'est n'importe quoi. Tout ça pour un parfum de Paco Rabanne. Alors Paco Rabanne, oui, c'était celui qui croyait que la station internationale allait tomber sur Paris, hein, carrément. Il connaissait même l'endroit. Allait tomber sur Paris, je ne sais plus, il y a 20 ans. À mon avis, son parfum, il doit pas faire que le sentir. Il doit en boire un peu, probablement. Donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là, 20 minutes, je vais poster, voilà. Alors, je suis pas tout à fait satisfait de ma démonstration concernant Buzyn, mais de toute façon, je suis sûr de ce que je dis. Voilà. Alors, à partir du moment où quand je pense d'être sûr et certain de ce que j'avance, eh bien, je ne reviens pas en arrière et je maintiens mon discours. Concernant
Damien Tarel, apparemment, euh, son discours n'était pas en adéquation avec ce que les BFM TV attendaient. Euh, En gros, il disait est-ce que vous regrettez votre geste, vous en avez vous avez pris de la prison, donc en gros, est-ce que vous vous amendez, est-ce que vous vous repentez? Voilà, c'est ça. Parce que si vous voulez, la religion, elle a déjà mis des choses en place, et souvent on écarte ce que la religion a mis en place, et puis on y revient sans faire exprès, on y revient, vous voyez. Comme quoi, c'est quand même quelque chose de puissant. Après, on n'y croit pas, c'est une affaire personnelle. Donc, si vous voulez, BFM TV, finalement, s'est fait prendre à son propre piège et a eu quelqu'un en face qui ne s'est pas démonté et qui a maintenu ses convictions, ses idées. Voilà, tout simplement. Et dans un pays dit démocratique, avec des mouvements démocratiques, eh bien, normalement, chacun a le droit d'avoir ses idées. Alors évidemment, il y a des idées qui sont, comment dire, euh, condamnables. Bon, bah après, la loi, c'est la loi. Mais la loi, elle est écrite au fur et à mesure. Si un jour on vous dit que de parler des sauterelles, c'est condamnable, toute personne qui parlera des sauterelles pourra être condamnée, ce qui est relativement ridicule. Et il suffit qu'il y ait un guignol pour mettre une loi qui empêche les gens. Je comprends pas qu'on empêche les gens de parler. Même les extrémistes. Moi, je suis pas pour les extrémistes. Mais même les extrémistes, quand ils parlent, bah justement, laissons-les parler. Laissons-les dérouler leurs conneries et mettons-leur des arguments et des démonstrations et des argumentations pour essayer de déconstruire leur discours et de leur montrer qu'ils ont tort. Mais de toute façon, l'expérience psychologique m'a appris que quelqu'un qui est extrêmement têtu et qui, même si vous lui démontrez qu'il a tort, il dira que c'est faux. Mais alors ça signifie que cette personne, parce que moi je suis têtu aussi, mais ça signifie que cette personne n'a aucune représentation scientifique des choses. À partir du moment où on vous fait la démonstration que vous avez tort, il faut savoir reconnaître la vérité. La vérité, à partir du moment où on vous fait la démonstration de la vérité, eh bien, il faut savoir reconnaître là où se trouve la vérité. À partir du moment où vous refusez de voir la vérité, ça veut dire dans ces cas-là que vous êtes dans un état, on va dire, mental, autre que scientifique en quelque sorte, ou réel. La vérité, en fait, finalement, elle a un rapport avec la science. Et euh, concernant les mesures sanitaires développées par le gouvernement Macron, on voit bien que il y a quand même peu de choses scientifiques qui sont derrière, même si eux, ils n'arrêtent pas de le dire. Ils se disent, nous reposons sur la science, ainsi de suite. Mais ça, c'est eux qui le disent. Ils font venir 10 médecins qui sont alloués à leur parti politique. Et puis les médecins, ils vont dire, oui, mais alors ils ont raison. Pourquoi? Parce que les médecins, ils ont été consultés par le gouvernement. Donc, ayant été consultés, ils ont une forme narcissique qui s'est développée. Ils se disent, je suis quelqu'un d'important. Parce qu'il faut toujours savoir que la personne, et en particulier les gens comme eux, pas tous les médecins, je suis pas en train de parler de tous les médecins, mais ces personnes qui sont des consultants politiques, eh bien, ils vont faire passer leur personnalité, leur petite personnalité avant, plutôt que l'intérêt des Français. Et leur petite personnalité avant, c'est se gosser, se coucher et se coucher. Se coucher, vous voyez, mon lapsus c'était intéressant, se toucher les tétons parce que on leur a demandé leur avis, donc ils se sentent importants. Et à partir du moment où ils se sentent importants, ils disent, ben, si on m'a demandé mon avis et je me sens important, c'est probablement parce que je suis important. Voilà. Alors, je vais terminer avec une petite chose, et il faudra que je fasse une autre vidéo pour parler du 11 septembre. Et c'était quoi le quatrième truc? Je m'en souviens déjà plus, mais c'est pas grave. Eh bien, pensez toujours à l'expérience de Milgram, expérience psychosociologique qui a eu lieu dans, je sais plus trop, les années 60 ou je sais plus trop, où on demande à des personnes de venir dans un laboratoire pour faire une expérience. Il y a deux ou trois médecins qui sont là, et l'expérience c'est, alors voilà, donc on ira jusqu'à 30 minutes, l'expérience c'est, nous avons des gens qui sont dans des cases, vous allez leur poser des questions, qui sont assis dans des endroits fermés, un peu plus loin, enfin dans la même pièce, mais la personne ne les voit pas. Et nous allons leur poser des questions. S'ils répondent mal, vous leur envoyez un choc électrique.
Donc, les personnes, en fait, qui venaient là pensaient que c'était l'expérience réelle, mais en fait, c'était une expérience psychologique. Voilà, donc et moi j'ai fait des études de psychologie assez poussées. Voilà. Je préfère vous le dire. Moi, c'est une forme de soumission à l'autorité. Donc ça sert à rien que je le dise. Justement, c'est bien ça la conclusion. Donc, les personnes envoyaient des chocs électriques et les médecins ont demandé d'augmenter les chocs électriques et jusqu'à des chocs électriques qui deviennent mortels. Donc quand la personne répond faux, alors évidemment, je tenais à vous dire que les personnes qui sont dans les box et qui doivent répondre sont des personnes qui sont au courant de l'expérience et qui sont en fait des formes d'acteurs qui sont de connivence avec ceux qui créent l'expérience, avec les psychologues qui créent l'expérience. Donc les personnes en fait ne reçoivent pas de choc électrique réel, mais ils font semblant d'avoir mal. Donc voilà, donc les gens qui sont donc derrière le tableau pour envoyer les chocs électriques, qui sont les sujets en fait, en quelque sorte les cobayes entre guillemets, euh, eh bien il a été prouvé que des chocs électriques ont été envoyés jusqu'à une possibilité de choc électrique mortel, jusqu'à 70% environ, entre 60, je ne sais plus exactement le chiffre, mais il est supérieur à 50%. Entre 60 et 70%, vous irez voir vous-même sur l'expérience de 1000 grammes, ça s'appelle, comme ça se prononce. Euh, c'est une expérience qui essaie de démontrer la soumission librement consentie à l'autorité. Voilà. Donc, comme les médecins sont des personnages autoritaires, les gens envoient des chocs électriques jusqu'à pouvoir tuer une personne qui ne leur a rien fait et qui répond tout simplement mal à des questions, ce qui ne mérite pas la mort tout de même. Et si vous voulez, il n'y a que 35 à 40% des gens qui ont refusé d'envoyer des chocs électriques mortels. Et alors donc, ceci prouve quoi? C'est une expérience extrêmement intéressante et extrêmement pertinente et puissante de sens. Cela prouve quoi? Prouve qu'il y a une soumission, entre guillemets, librement consentie à l'autorité. C'est-à-dire c'est comme ça que le nazisme a pu faire ce qu'il a malheureusement fait. Et donc, ben voilà, ça vous montre quoi? Ça vous montre que nous ne sommes pas maîtres de notre propre contrôle dans notre vie. Et enfin, ça dépend qui. Moi, personnellement, après vous me croyez ou vous ne me croyez pas, comme vous voulez, jamais je n'aurais envoyé un choc électrique qui aurait pu tuer une personne. Je leur dis non mais attendez, vous me demandez d'envoyer un choc électrique qui peut tuer une personne. Alors les médecins ils répondaient oui non mais vous inquiétez pas, vous n'aurez aucun problème, vous n'aurez aucun problème, c'est nous qui ferons les choses plus tard et qui expliqueront, c'est nous qui prendrons qui allons prendre. Ou alors, enfin, tout ça c'est prévu, il y aura aucun souci, personne ne sera inquiété. Et donc, moi personnellement, jamais je n'aurais envoyé un choc électrique. J'aurais dit, mais attendez, vous voulez que je tue quelqu'un pour votre expérience, mais est-ce que vous êtes fou? Oh oui. Et donc, justement, c'est ces gens-là qui refusaient d'envoyer les chocs électriques les plus forts qui finalement avaient raison. Vous voyez, la vérité est toujours cachée. La vérité est toujours ailleurs. Il faut voir toujours plus loin que le bout de son petit nez. 28 minutes 03, je vous remercie de m'avoir écouté. Portez-vous bien. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo sur le 11 septembre. Ah oui, c'était les manifs. Je n'avais pas pensé. Le 11 septembre et les manifs. Oui, oui, allons-y. Je suis assez déçu de mal avoir expliqué l'affaire Buzyn, mais vous avez compris. Pour moi, elle a menti dans les deux cas. Et donc, sa mise en examen est justifiée. Ne vous laissez pas faire. Ayez votre propre opinion. Nous sommes en démocratie, paraît-il. Alors, ayons notre propre opinion. Vous n'êtes pas obligé de me croire, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Mais moi, comme je vous l'ai déjà expliqué dans KMVP, eh bien, je cherche juste à faire des analyses et à essayer de montrer quelques chemins à des gens qui pourraient, à la limite, se sentir un peu perdus, en quelque sorte. J'essaie de mettre une lumière ou quelques éclairages à des endroits qui pourraient permettre de retrouver sa route, tout simplement, lorsque on se sent esselé et perdu au fond du bois dans le noir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Évidemment, je fais un peu de symbolisme en même temps, mais vous êtes assez intelligent pour comprendre. Donc, ben, je vous dis bonne journée. Et puis, ben, on sait pas trop pour l'instant. Là, moi, il est midi 36 à l'heure où je termine. Et donc, je ne sais pas exactement comment vont se passer les manifs. Je vais jeter un coup d'œil. Voilà, je vais regarder quand même. Bon, je vais pas passer l'après-midi dessus parce que bon, si c'est juste pour voir des mecs défiler avec un cortège de CRS qui les encadre, et puis ensuite, bah, ils rentrent chez eux. Alors, vous allez me dire, ah ouais, c'est pas intéressant. Ben oui, la question c'est va-t-il y avoir de la friction ou pas?
Ça ne veut pas dire qu'on est satisfait, on est heureux lorsqu'il y a de la friction, mais ça signifie qu'il se passe quelque chose et que les choses évoluent et bougent. Donc, ben, on va voir comment ça va évoluer. Voilà. Bon, moi, je ne suis, enfin, ouais, bon, je vais m'arrêter là. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.